L'exutoire. Suite. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Isabelle Autissier, navigatrice française, avait dit « Il ne peut y avoir d'homme en bonne santé sur une planète malade. » Le prince Andrew, frère du roi d'Angleterre, Andrew Mountbatten Windsor, deuxième dans la succession au trône britannique. Il est aussi vice-amiral dans la marine anglaise. Il est aussi colonel d'un régiment. Il est colonel des grenadiers, duc d'York, comme son épouse Sarah Ferguson. Il est chancelier de l'université d'Huddersfield. Il est aussi colonel des fusiliers. La reine-mère, paix à son âme, l'a fait chevalier de l'ordre de la Jarretière, la plus haute récompense du Royaume-Uni. Rien que ça. Bill Clinton, ex-président des États-Unis avec 2 mandats. Donald Trump, actuel président des USA. Bill Richardson, ancien ministre de l'énergie des USA et dans le gouvernement de Clinton, et ancien gouverneur du Nouveau-Mexique. Ehud Barak, ancien chef de l'État d'Israël. Peter Mandelson, ancien commissaire européen au commerce et à la sécurité économique. William Burns, ancien ambassadeur des USA en Russie. Miroslav Lajčák, ancien ministre des Affaires étrangères de la République slovaque. José María Aznar, ancien premier ministre d'Espagne de 1996 à 2004. Gordon Brown, ancien premier ministre d'Angleterre. Alexander Acosta, ancien ministre du Travail des USA pendant le premier mandat de Trump. Cathy Rummler, ancienne conseillère à la présidence d'Obama. George Mitchell, ancien chef du Sénat des USA. Sarah Ferguson, duchesse d'York et épouse du prince Andrew Mountbatten. Mette Marit, princesse de Norvège, elle a comme distinction l'ordre de Saint-Olaf, l'ordre royal de l'étoile polaire, l'ordre de la rose blanche. Il ne lui manquait que la médaille de la bonne conduite. Bob Kerrey, 35e gouverneur du Nebraska et sénateur démocrate. Steve Bannon, ancien conseiller de Trump pendant son premier mandat. Kevin Rudd, ancien premier ministre d'Australie à 2 reprises. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et on dit aussi que c'est un philanthrope. Ce mot cache bien des choses. Elon Musk, homme d'affaires, entrepreneur, et pour un laps de temps assez court, conseiller de Trump dans le mandat actuel, etc., etc., etc. Nous allons nous suffire de ces quelques têtes d'affiche assez représentatives de la fange qui gouverne le monde. On va se suffire de cette disons, micro-liste pour se dire que la justice ne peut exister dans un monde où les criminels rédigent les lois. Toutes les personnes que je viens de citer sont officiellement dans les petits papiers de Jeffrey Epstein. On comprend mieux pourquoi ils l'ont suicidé. Toute cette malfrat couronnée ont participé à des orgies dans une île avec de petites filles et de petits garçons kidnappés
et arrachés à leur famille pour assouvir une perversité bestiale trop fréquente chez les trop riches et les trop puissants. Une chose inconnue et immorale chez le commun des mortels. Le lendemain des orgies, ces gens-là parlent aux médias de la dignité du peuple, de charité et de justice. Si leur justice faisait autant de dégâts dans le rang du crime que dans celui de l'innocence, le monde ne se porterait que mieux. Crime et châtiment. L'œuvre de Dostoïevski, écrite au XIXe siècle. Raskolnikov, le héros du livre, un jeune étudiant vivant dans la misère, développe une théorie selon laquelle certains hommes riches et puissants auraient le droit de transgresser les lois, les règles et la morale. Exactement comme Epstein et les personnes précitées. Qu'une société puisse élire un pédophile ou un violeur à la plus haute fonction de l'État, cela soulève des questions sur l'état mental de ce peuple. Et je vous le dis, l'intelligence ne protège pas de l'aveuglement. Il fut une époque où le chef de l'opposition apostrophe dans l'hémicycle le Premier ministre. La majorité de votre gouvernement est composée de crétins. Aussitôt, l'ordre lui fut donné par le président de la Chambre de retirer ses propos. Très bien, je retire. La moitié de votre gouvernement n'est donc pas composé de crétins. Schopenhauer disait « Ce que le troupeau déteste le plus, c'est ceux qui pensent différemment. Ce n'est pas l'opinion en soi, mais l'audace de penser par soi-même, chose qu'ils ne savent pas faire. Dans la vie, les courageux meurent trop tôt. Les intelligents comme Nietzsche deviennent fous et on les interne. Et le monde continue d'être rempli et géré par des imbéciles heureux de l'être. Pour ceux qui veulent comprendre quelque chose au monde actuel, je les renvoie au sketch de Roland Magdan, présenté en 1981, Les rois des fous. Inscrivez Roland Magdan dans la barre de recherche de YouTube, Les rois des fous, et vous aurez une idée satirique peut-être, mais tellement réelle de notre actualité. Vous savez, la lâcheté ordinaire peut parfois permettre le mal extraordinaire. Qu'est-ce que je dis? Parfois, j'ai dit parfois, alors que c'est le plus souvent. Aujourd'hui, les valeurs sont inversées. Commandez une pizza par téléphone, elle arrivera plus vite qu'une ambulance. Le génocide aujourd'hui, partout dans le monde, est une réaction défensive. Résister à un cambriolage ou à l'envahissement, c'est du terrorisme et de la brutalité. Perdre son téléphone est plus catastrophique que de perdre sa dignité. Le contenu de ta poche détermine ta personnalité. La gentillesse est une faiblesse et la grossièreté un signe de virilité pour l'homme comme pour la femme. Vous savez, le drame de l'homme qui se pose continuellement des questions, c'est l'ironie de ne rien dire pour éviter les conflits et vivre en conflit pour n'avoir rien dit. Si vous voulez que je vous dise une seule chose convaincante, à savoir si elle arrive à vous convaincre, que la nature humaine est versatile au plus haut niveau. Prenons le cas du docteur David Khayyat, un juif de la plus belle eau, professeur en médecine, né en Tunisie, qui a fait toutes ses études en France, conseiller de Jacques Chirac sur le cancer,
fondateur et directeur de l'Institut national du cancer. Il faisait souvent des interventions télévisées en diabolisant le tabac, source principale selon lui du cancer des poumons. C'est un homme qui a reçu tous les honneurs possibles et imaginables. Officier de la Légion d'honneur, décoré par le président Chirac, ordre du mérite en 2004, prix de l'excellence française en 2009, officier des Palmes académiques en 2011, chevalier de la Grande Croix de l'ordre de Sainte-Agathe, chevalier de l'ordre en 2006, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, officier de l'ordre de l'amitié entre les peuples, membre de l'American Society de la clinique d'oncologie, Distinction Award en 2011 aussi, etc., etc. Donc c'est un homme qui a reçu tous les honneurs. Et aujourd'hui, il travaille pour Philip Morris International pour faire la promotion du tabac. Parce que Philip Morris est la plus grande firme qui fabrique le tabac dans le monde. Marlboro, Winston, etc. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, vous dites combien? Tout est question de prix, de fric. Tout est à vendre, y compris père et mère. La versalité de l'homme fait que il a un aspect un jour et un autre une heure plus tard. Comme ce paltoqué de Trump. La définition de ce qualificatif se trouve certainement dans Google. Parfois, le plus lourd n'est pas ce que tu portes sur tes épaules, mais ce que tu caches dans ton cœur. Comme disait Karl Popper, ceux qui nous promettent le paradis sur terre n'ont jamais produit autre chose que l'enfer. Tiens, une déclaration attribuée à Mary-Ann Trump, la mère du président des États-Unis actuel. Mon fils est un idiot qui n'a aucun bon sens ni capacité à évoluer en société. Mais c'est mon fils. J'espère qu'il ne fera jamais de politique. Ce serait un désastre. Fin de citation. Le problème du monde, c'est que les idiots sont sûrs de tout, tandis que les intelligents sont pleins de doutes. Pour asservir l'humanité aux besoins des riches et des puissants, il faut créer un désordre et un chaos monstre avec la peur. Une peur panique, et c'est ça le levier que les puissants cherchent à faire. Il faut créer chez les gens une peur telle qui peut ébranler les fondements, l'essence, les déplacements, l'argent, le prix de la nourriture, le prix du chauffage, le prix du gaz. Et en faisant ça, ils plantent un poignard là où ça fait le plus mal. Et cela va nous amener à une telle frayeur, une peur existentielle, une menace de notre mode de vie, et même une menace de notre disparition, qui fait qu'on sera à genoux et on sera prêt à accepter tout ce qui va nous être proposé. Tout. L'affaire Epstein, c'est le révélateur d'un monde où certains, derrière les rideaux, vivent hors des lois, hors des règles, hors de tout ce que l'on enseigne aux autres. Un monde où le pouvoir protège le pouvoir, où l'argent achète le silence, où les élites se fréquentent entre eux, se couvrent, se recrutent entre eux. Et pendant que nous parlons de justice, d'égalité, de progrès, il existe une sphère parallèle où les lois
s'annule, carrément. Sur les ruines de l'Irak est né Daesh. Sur les ruines de l'Afghanistan sont nés les talibans. Ces derniers sont tranquilles maintenant. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz et encore moins d'uranium. L'Occident nous a martelé que Kadhafi était un tyran. Mais cela ne concerne que les Libyens. On nous a assez répété que Saddam était aussi un despote. Mais cela ne concerne que les Irakiens. Aujourd'hui, on nous parle de la brutalité des mollahs. Cela aussi ne concerne que les Iraniens. La vérité est que Kadhafi avait menacé la suprématie du dollar en Afrique en proposant une monnaie unique pour le continent. Saddam aussi voulait s'affranchir de l'hégémonie du dollar. Kadhafi a été exécuté pour avoir porté atteinte au dollar américain. Saddam a été éliminé pour son pétrole. Au Vietnam, le président Diem a été assassiné en 1963 à Saigon, avec son frère qui était son conseiller. Ils ont été assassinés avec le soutien et la logistique des États-Unis, parce que leur vision politique ne concordait pas à celle des Américains. Au Guatemala, le président Arbenz fut renversé le 27 juin 1954 par un coup d'État fomenté par la CIA. C'était l'opération Succès. La réforme agraire qu'il avait instaurée avait déplu à l'entreprise américaine United Fruit Company. C'était sa condamnation à mort. En Bolivie, le Che a été capturé avec l'appui de la CIA et il a été exécuté par le sergent Mario Terán pour ses idées socialistes. En Afghanistan, les Américains ont formé la population et leur ont donné des armes pour combattre les Russes. Puis ils sont devenus leurs ennemis parce qu'ils ne marchaient plus selon les critères américains. La versalité, encore et toujours. On nous fait croire que la civilisation avance, que nous avions dépassé la barbarie, que le droit était universel. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Vous savez, les liaisons dangereuses de Cloderlo de Laclos. L'auteur, dans son livre, dissèque avec une froideur, je dirais, chirurgicale, les mécanismes de la manipulation et de la séduction. En Afghanistan, les Américains ont fait la plus longue guerre de leur histoire. Et ils sont partis d'une manière honteuse et indigne d'une nation puissante, en abandonnant derrière eux leurs collaborateurs et leurs familles voués à une mort certaine. Comme ils l'ont fait aussi au Vietnam. Ils ont pris la fuite devant l'avancée des Khmers rouges en abandonnant leur matériel militaire, leur équipement, leurs archives et leurs collaborateurs. La manipulation médiatique est tellement pointue aujourd'hui qu'elle mène l'humanité vers l'objectif des riches et des puissants, dans l'indifférence presque totale. Cela me fait penser à Flaubert, dans la lettre Louise Collet. Être bête, égoïste et avoir une bonne santé. Voilà les 3 conditions voulues pour être heureux. Mais si la première vous manque, tout est perdu. Fin de citation. Charles Bukowski avait dit « La tristesse est causée par l'intelligence. Plus tu comprends certaines choses, plus tu souhaiterais ne pas les avoir comprises. » Attendez, là, moi, je ne comprends pas vraiment. Pourquoi il a dit ça? Et puis moi, je ne suis jamais triste. Et là, mes amis, nous rejoignons Spinoza, qui disait que le bonheur réside dans l'ignorance. C'est aussi une citation anglaise. Anatole France affirmait que l'ignorance
est la condition nécessaire au bonheur des hommes. Fin de citation. Et cette ignorance rend les gens tellement débiles qu'ils se mettent en file indienne dans le froid du matin, juste pour se dédicacer un débile petit livre écrit ni par Voltaire ni par Diderot, mais par un manipulateur opportuniste qui a provoqué la mort des hommes pour ses intérêts personnels. Il a fait 3 semaines de prison VIP pour des crimes de droit commun. Rien d'honorable, alors qu'il aurait dû écoper de plus de 30 ans de prison ferme. Et ces messieurs, dames, ils sont là, ils sont venus, ils sont tous là, dans le froid, en file indienne, attendant de savoir ce que c'est que la privation pour quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les privilèges. Ziad Rahbani, le grand compositeur libanais, avait dit 5 minutes après ta naissance, il décide de ton nom, ta nationalité, ta religion et ta communauté. Et tu passeras toute ta chaîne de vie à te battre pour des choses que tu n'as pas décidées. Et parfois même à les défendre bêtement au péril de ta vie. Fin de citation. Finalement, l'être humain reste le seul animal assez intelligent pour être totalement stupide. Cette stupidité s'accélère d'un jour. Elle va vite, même très vite. Et c'est vraiment curieux, bête et imbécile, d'aller aussi vite. Vers rien. Je voudrais bien voir la tête de Gog et Magog, Hajouja ou Majouja, quand il viendra sur terre pour tout détruire et trouvera le travail déjà fait. Les États-Unis n'ont jamais apporté la démocratie. Seulement les guerres et la ruine. La plus grande menace pour l'humanité se cache derrière le masque version américaine des droits de l'homme. Où est-ce que les Américains ont amené la paix et la démocratie? Au Vietnam, au Cambodge, en Afghanistan, en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Amérique du Sud, en Nicaragua, à Haïti, nulle part. Aujourd'hui, l'Europe veut faire front commun contre les USA. L'Europe se plaint de l'agressivité des États-Unis qui imposent des surtaxes et qui menacent les uns et les autres d'interventions musclées. Nous, sur le continent africain, nous avons souffert pendant des siècles de cette même agressivité de la part de l'Europe. Ce qui vous arrive n'est que justice. Et espérons que vous sentirez dans vos âmes et votre chair la même souffrance. Malgré tous les biens volés, malgré tout le pillage des richesses de l'Afrique entrepris pendant des siècles, malgré le franc CFA, la monnaie de la honte et de la servitude, la France est en faillite. Plus de 3 600 milliards d'euros de dettes. Une partie grâce à un employé des Rothschild. Comment vous expliquez cela? Comment vous l'expliquez? Et maintenant, où est votre civilisation? C'est pas parce que l'Europe a acquis une avance technique qu'elle est forcément civilisée. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est civilisé, ça? L'Europe proclame qu'elle est civilisée et que les autres sont des sauvages. Je vous pose la question. Qui est civilisé? Celui qui vit presque nu, en étroit contact avec la forêt et la nature, ou celui qui détruit l'une et l'autre? Alors, Klarsfeld dit « Nous leur avons apporté la culture ». Alors qu'en vérité, ils ont nié la culture locale. Ils l'ont niée.
Et dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. Et la langue locale a été traitée comme le patois. Et avec tout ça, Hollywood a véhiculé de tels mensonges qu'on ne sait plus le vrai du faux. L'industrie du cinéma américain a toujours vendu l'image du héros gringo tirant son 6 coups pour défendre la veuve et l'orphelin. Comme les chevaliers au grand cœur des temps jadis. On voit tout le temps dans leurs films des soldats GIs qui protègent les enfants au péril de leur vie. Et pourtant, la réalité est tout autre. Ces mêmes Américains n'hésitent pas à envoyer des armes, des munitions, ainsi que des bombes et du fric à Israël pour qu'ils massacrent des femmes et des enfants. Et ensuite, ils affament ce qui reste. Tiens, à propos d'Hollywood, le 27 mars 1973, Marlon Brando, paix à son âme, avait refusé l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans Le Parrain. Bon, lui, il pouvait se permettre ce refus. Il pouvait se payer ce luxe, déjà oscarisé dans les années 50, pour le film Sur les quais d'Elia Kazan, avec Lee Jacob, Karl Malden et Rod Stinger. D'abord, il a boycotté la cérémonie des remises. Et il a envoyé à sa place l'activiste amérindienne Sachin Littlefeather. Ce nom signifie petite plume. Pour le représenter et décliner à sa place le prix afin de protester contre la politique américaine envers le peuple indien, seul véritable propriétaire de l'Amérique. C'était un acte courageux et engagé envers la cause indienne, exterminée et parquée dans des réserves stériles. Sachin Littlefeather, menacé et insulté, notamment par Clint Eastwood et John Wayne, l'acteur qui a le plus tué d'Indiens dans ses films. Sachin Littlefeather, de son vrai nom, Marie-Louise Creuse, née en 1946 en Californie. Ses origines apaches ont fait d'elle la porte-étendard de la cause indienne. Elle a travaillé comme actrice avant d'être écartée par les producteurs d'Hollywood pour ses positions en faveur de la cause indienne. Cette année, de 1973, elle discute de sa cause avec Marlon Brando, qui est lui-même un activiste du mouvement indien américain. Et cerise sur le gâteau, c'est lui-même qui a écrit le discours de Sachin. D'ailleurs, la fille de Brando s'appelle Cheyenne, du nom d'une des plus grandes tribus indiennes, celle qui a vécu la piste des larmes avec les Cherokees, où des milliers d'Indiens sont morts en marchant. Le soir de la remise des Oscars, Marlon Brando est sacré meilleur acteur pour son rôle de Vito Corleone. Mais c'est Sachin qui se présente à sa place pour refuser le trophée et faire un discours. Elle n'a que 28 ans à ce moment-là. Clint Eastwood et Roger Moore sont les maîtres des cérémonies. Si ma mémoire est bonne, c'est Roger Moore qui avait tendu la statuette à Sachin en la voyant monter sur scène à la place de Brando. Elle repoussa délicatement le trophée et s'approcha du micro pour faire un discours choc en faveur de la cause indienne. Tout le public était ébahi de tant d'audace. Et elle est repartie. Revenu de sa surprise, Clint Eastwood l'a insultée au micro en se moquant d'elle.
Et il a fallu pas moins de 6 agents de sécurité pour maîtriser John Wayne qui voulait l'agresser physiquement. Plus raciste que lui, tu meurs. D'ailleurs, John Wayne était bien connu pour ce comportement, tout comme Régine Barr et tant d'autres acteurs. En 1971, dans une émission télévisée, John Wayne a farouchement défendu la suprématie des Blancs sur les Noirs. Charlie Chaplin, par exemple, à l'écran, donnait toujours l'image de tolérance, mais en coulisses, il lançait toujours des insultes racistes aux Noirs et aux minorités. Vivian Leigh, celle qui a incarné Scarlett O'Hara dans le film Autant en emporte le vent, avec Clark Gable, était ignoble avec les Noirs qui jouaient avec elle. Katharina Hepburn, après l'attaque de Pearl Harbor, elle a juré de ne plus travailler avec des Asiatiques. Jon Stewart refusait carrément de jouer aux côtés d'acteurs noirs. Il était d'un racisme épouvantable, etc., etc. Vous savez, le débile que je suis me dit à l'oreille que je plains les mauvais parce qu'ils n'ont pas d'une manière naturelle la capacité physique et biologique de connaître et de ressentir le formidable sentiment d'être bon et utile à quelqu'un ou à quelque chose. Que Dieu leur pardonne. Moi, pas. L'ego des riches est très difficile à satisfaire. Epstein arrivait à peine à canaliser la perversion de Trump avec de petites filles. Vous savez, Trump est un cas clinique de psychopathie. Il a en lui une personnalité de psychopathe. Et ces derniers sont antisociaux. Ils manquent totalement d'empathie. Et ils ont des tendances sadiques. Et leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique. Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous avez un vieux proverbe turc. Quand un clown aménage dans un palais, le clown ne devient pas roi. C'est le palais qui devient un cirque. Vous connaissez le principe de base? Les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont trop nombreux. D'ailleurs, c'est la grosse majorité. Moi, j'ai décidé un jour de ne plus parler aux cons. Quelque temps après, je me suis senti comme Robinson Crusoe. C'est dingue. Karim Bétard, professeur en relations internationales à Sciences Po, Paris, et chercheur associé à l'IRS, Institut de recherche en sciences. Son analyse sur Trump est la suivante. Trump est quelqu'un qui veut faire plier ses adversaires. Il est toujours dans une logique de prédateur. Il se comporte avec les nations comme il se comporte avec les femmes. Il a une attitude qui consiste à vouloir étaler sa virilité et sa masculinité toxique. Il veut toujours montrer qui est le boss. Fin de citation. Charles de Foucault, explorateur français au XIXe siècle, mort en 1916. Il a laissé des livres. Et dans une de ses œuvres, il fait l'analyse de la souveraineté grotesque. Donald Trump veut à tout prix avoir le prix Nobel de la paix, comme Obama, malgré le génocide qu'il cautionne à Gaza. Et il fournit armes et munitions à Israël pour le massacre des innocents. Alors, la souveraineté grotesque, définie par De Foucault, c'est la force qui se donne en spectacle
conjuguée sans cesse à la théâtralisation obscène au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'on met sur scène ce qui ne doit pas être sur scène. Le débordement, la démesure, la grossièreté, l'humiliation, l'humiliation comme celle de Zelensky dans le bureau ovale, ou bien les chefs d'État de l'Europe en ligne, sagement assis devant le professeur Trump, assis lui derrière son bureau, les toisons avec un mépris discret. Et il se trouve que ce prof est le moins instruit de tout le lot. Est-ce un signe de décadence de l'humanité? Sûrement. Croyez-vous que De Gaulle, Churchill ou même Chirac auraient tenu ce rôle? Sûrement pas. Le niveau baisse, et il n'arrête pas de baisser, et il baisse très très vite. Chirac, quand il était président, il avait dit « Je pensais autrefois qu'Israël était le 51e État des États-Unis. Mais après mes visites à l'un et à l'autre, j'ai découvert que les États-Unis ne sont qu'une grande province gouvernée par Israël. » Chirac était le chef de l'État français et il savait de quoi il parlait. Ce bureau ovale est aujourd'hui le signe d'un pouvoir pervers et injuste qui piétine toutes les règles des hommes. Comme l'a été, je vous dirais, le Forum romain pendant des siècles, c'est-à-dire le Sénat de Rome. La différence est que le Sénat de Rome détenaient tous les pouvoirs civils et militaires et qu'au début de leur histoire, ils étaient au nombre d'une centaine à peu près, puis 300 pendant la majeure partie de la République. Jules César, temporairement, l'a augmenté à 900 et l'empereur Auguste l'a stabilisé à 600 sénateurs. Et c'est eux qui détenaient le véritable pouvoir. Aucune guerre ne se décidait sans leur approbation. Aucun déplacement de légion ne se faisait sans leur consentement. Et aucun impôt ne s'imposait sans leur accord. Jules César, le plus puissant des chefs d'État dans l'histoire de Rome, n'a jamais été empereur. Il fut simplement nommé dictateur par le Sénat. Tout comme le général de Gaulle, qui n'a jamais été général officiellement. Il aimait bien sûr être appelé général, mais dans les archives de l'état-major, il n'était que colonel. D'ailleurs, quand il est sorti en retraite, il ne percevait que la retraite d'un colonel et non celle d'un général. Ce pouvoir aujourd'hui à la Maison-Blanche est entre les mains d'un personnage sulfureux et grotesque, similaire à Kadyrov ou à Hibatullah Akhundzada, le chef des talibans. Et c'est ça, le symbole du pouvoir grotesque de nos jours sur le pauvre monde. Ça, c'est le rabais de la pensée. Donc, la souveraineté grotesque du pouvoir, c'est oser dépasser les limites imposées par les hautes fonctions et détruire le socle commun des normes établies depuis d'innombrables siècles d'évolution dans l'approche diplomatique entre les nations. Voir par exemple, je ne sais pas moi, un président présider un meeting, une tronçonneuse entre les mains. Plus grotesque que ça, tu crèves. Un autre menaçait ouvertement ses alliés. Piétiner le droit international comme le fait systématiquement, bien souvent, Israël et les États-Unis. Et ce droit représente notre immense acquis et norme commune. Vous savez, au XIIIe siècle, exactement en 1290, tous les Juifs furent expulsés d'Angleterre. En 1306, 14e, ils furent expulsés de France.
Le roi Philippe le Bel, celui-là même qui a détruit l'ordre des Templiers, promulgua un édit royal d'expulsion aux Juifs de quitter le royaume de France et annule toutes les créances qui leur sont dues, puis confisque tous leurs biens, monnaie, maisons, terres, meubles, vaisselle, vêtements et bijoux. En 1430, ils furent exilés d'Allemagne, d'Espagne et du Portugal. En 1540, ils le furent d'Italie. En 1701, ils furent chassés de Russie. Est-ce que vous pensez que tout cela était gratuit? Comme ça? À des époques où l'Europe étudiait la physique, l'art, la culture et l'astronomie, les musulmans se concentraient sur les maths, la médecine et la poésie. La communauté juive travaillait de manière disproportionnée à la finance. L'usure, riba, était leur point d'appui. Et ceci conférait, je vous dirais, aux Juifs un avantage considérable. Partout où ils s'installaient, des siècles de savoir-faire financier, conjugués à la maîtrise des intérêts et de l'usure, riba, leur permettaient de prospérer sur la misère des autres, à tel point qu'ils possédaient les biens les plus importants du pays, sans rien créer. Rien. Ils ne créaient rien du tout. Juste en multipliant la misère autour d'eux. Cela signifie que rois et paysans empruntaient tous chez le juif. Et lorsque la crise fragilise l'empire, le royaume ou l'empire, le remboursement devenait impossible. Et c'est là où l'hébreu se frotte les mains. Plainte déposée auprès de la justice, et voilà comment le juif entrait souvent dans le bien des autres pour une bouchée de pain. Les doigts dans le nez. Croyez-vous que l'extermination des Juifs pratiquée par les nazis était sans fondement? Un acte gratuit? Vous savez, le miraculeux du grotesque, c'est qu'il libère le grotesque qui sommeille en chaque individu, qui a un penchant caché du voyou mal contenu. Et Dieu sait qu'ils sont légion. L'animal devient dangereux quand il a faim. L'homme, c'est l'inverse. On tire sur Trump de très près et on le rate. On tire sur Kennedy de très loin et on fait mouche. C'est pour ça qu'on prétend que la mauvaise graine ne meurt jamais. Vous remarquerez que les personnes qui prônent la paix et l'harmonie entre les hommes se font systématiquement assassiner. Systématiquement. JFK était un homme de paix. Il avait dit un jour, l'homme doit mettre un terme à la guerre ou c'est la guerre qui mettra un terme à l'homme. Jésus aussi, Gandhi, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Robert Kennedy, frère de JFK, Medgar Evers, Malcolm X, John Lennon, pam pam pam. Et c'est terminé. Al Capone avait une méthode. Tu payes ou tu crèves. Cela indique aussi la méthode de Trump. Plus nuancée, mais tout aussi efficace et donne les mêmes résultats. Parce qu'il est à la tête d'une armada. Comme disait ce bon Coluche, à quoi bon sert le pouvoir si ce n'est pour abuser? Trump impose tous les États. Tu payes ou tu auras des ennuis. Est-ce que cela indique une maturité étatique?
Une légalité peut-être? Est-ce que cet État repose sur des valeurs sociales et philosophiques? Est-ce que ce pays a une quelconque éthique? Est-ce que cet État est juste et honnête? Tout ce que cela indique, c'est que ce pays est un État voyou, sans foi ni loi, qui ne considère personne. Mais le comble et le pire, c'est que lui-même, il apostrophe tous les autres pays d'État voyous. Trump ne respecte personne, parce que lui-même n'est pas une personne respectable. Li muhtaram yahtaram. Trump se rationalise lui-même. Il se dit, je suis un con doublé d'un salopard. Mais je suis aussi le président des États-Unis d'Amérique. Et ceci compense et pardonne cela. Trump s'est dérobé du service militaire à 5 reprises. 5. Il avait du fric et il a payé qu'il fallait. Mais pourquoi justement 5 reprises? Pourquoi? Parce que des personnes malicieuses en charge des dossiers ont flairé l'odeur de l'oseille et à chaque fois le convoquer pour le faire chanter. Tu payes ou tu rentres. Et il paye. Ce malade mental, mine de rien, invite des chefs d'État chez lui pour leur manquer de respect, pour se sentir tout puissant. Mais il n'existe pas de puissance absolue, sauf celle de Dieu. Ce personnage de Faust, ce Méphistophile, insulte les journalistes qui posent la mauvaise question. Il jette l'anathème sur les médias qui ont le malheur de lui déplaire. Il brise les carrières des magistrats et des responsables qui ne font pas la danse du ventre pour lui. Le juriste Stephen Holmes, bien connu aux États-Unis, dit dans une déclaration: le plaisir de Trump réside dans le fait de voir les autres plier sous le poids de sa volonté. Fin de citation. C'est un malade élu par un peuple plus malade que lui. Trump dans le pire, c'est lui le meilleur. Regardez comment Trump parle de la Somalie et du peuple somalien. Un peuple et un pays millénaire contrairement aux États-Unis. Si son mandat se prolonge, le monde va vers une troisième guerre mondiale beaucoup plus dévastatrice que les 2 précédentes réunies. Mes amis, l'histoire est cyclique. Elle arrive, s'impose à nous, nous fait vivre un enfer, puis s'en va. Des années plus tard, elle revient plus virulente encore, sous une autre forme, mais toujours la même. Elle fait sa moisson macabre et puis s'en va encore. Et nous, stupides comme nous sommes, cette sacrée stupidité, chère à nos cœurs, nous ne voyons rien. Subjugués par nos leaders, bien au chaud qui ne risquent rien, sinon de devenir plus riches encore. Et nous, pauvres diables, nous fonçons tête baissée vers la faucheuse. Rome, de par sa richesse qui lui venait de ses colonies et sa puissance, a fini par devenir décadente. Comme vous le savez, le fric détruit les valeurs. L'opulence que confère la richesse conjuguée à la puissance mène au pourrissement de la société. Rome est tombée. Elle a vu le jour avec son fondateur Romulus 7 siècles avant Jésus. Et elle a vu son effondrement avec Romulus toujours, Auguste, le dernier empereur romain en 476 après Jésus. Est-ce un clin d'œil satirique?
de l'histoire. Qui vivra verra ce que sera l'avenir avec Trump. Après sa défaite, lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne sombra dans l'humiliation, la pauvreté et le désespoir. Les rues étaient pleines d'anciens combattants bien combattus. Et pour l'heure, ils étaient complètement désœuvrés. Les rues étaient pleines de famille à famille et d'enfants sans famille, grandissant au milieu de ruines d'un empire déchu. Et tout cela pourquoi? Pour l'orgueil d'un homme, un homme chétif et malade, au bras gauche atrophié, qui ne voulait pas perdre la face à plus fort que lui. Est-ce que le Kaiser partage maintenant la souffrance de son peuple? Son train de vie n'a pas changé d'un iota. Il s'est exilé dans le manoir de Dorn, dans une commune néerlandaise, où il menait une vie calme et sereine, après avoir dévasté l'Europe et son pays. Vous savez, je pense vraiment que la réincarnation existe certainement. Car il est impossible que la connerie des hommes puisse exister à un tel niveau avec une seule vie. Le traité de Versailles, après la chute de l'Empire allemand, n'a pas seulement désarmé le pays, il l'a aussi dépouillé de sa fierté, de son industrie et de son identité. Ce qui fut jadis le cœur de la puissance européenne est devenu une nation moribonde, marquée et courbée par les dettes imposées par les vainqueurs. En 1918, quand les canons de la Grande Guerre se turent, l'Allemagne n'avait pas seulement perdu la guerre, elle avait aussi perdu son âme. Des centaines de milliers d'hommes qui avaient combattu à la Somme ou à Verdun revinrent avec des uniformes en lambeaux, les mains vides, le cœur meurtri et le regard absent. La patrie pour laquelle ils avaient versé leur sang n'existait plus. L'empereur avait fui, l'armée avait capitulé, et le drapeau impérial gisait dans la poussière sans qu'aucun n'ait le courage, ni la force, ni la foi de le ramasser. À quoi bon? Et 20 ans après, rebelote. Un homme, poussé par cette histoire cyclique, qui revient toujours. Un homme au départ insignifiant, au visage ingrat, avec une ridicule moustache. Un homme sorti de nulle part, avec à la bouche des promesses de renaissance, et plein d'images de fierté et de gloire. Hitler. Savez comment transformer le ressentiment collectif en un mouvement de masse. L'orgueil blessé se mua en une force obscure. Une soif de reconquérir la grandeur perdue. Adolf Hitler, théâtralement, leur promit de restaurer l'honneur allemand. Lui qui était en vérité autrichien. Et c'est vrai, il avait du chien en lui. Il leur promit des monts et des merveilles, par des discours enflammés et des promesses utopiques. Et là aussi c'est vrai, car il a enflammé le pays et son contenu. Il a effectivement transformé l'humiliation en foi, la rage en obéissance, sous la propagande, la peur et le fanatisme, sous la férule de ce bon docteur Goebbels, fondateur, bienfaiteur de l'humanité. Il a façonné une nation entière pour la guerre. Et ainsi des cendres de l'Empire allemand naquit le Troisième Reich qui devait durer 1000 ans.
un rêve de puissance qui allait encore se transformer en cauchemar pour le monde entier. Et c'est ainsi que le peuple allemand, une fois de plus, devint l'esclave, soumis au vainqueur pendant plus d'un demi-siècle, fracturé entre l'Est et l'Ouest. Je vous donne une image assez saisissante d'un officier allemand rescapé de la guerre, dans son uniforme déchiré, la poitrine couverte de médailles gagnées au prix du sang. Assis au coin d'une rue, sa casquette posée à même le sol devant lui, quémandant quelques pièces pour s'acheter du pain. A-t-on déjà vu humiliation plus grande? Alors vive l'empereur dans son palais de Dorn. Voilà. Le nazisme n'est pas né d'une manière spontanée. Il est né de la faim, du ressentiment et du désir de vengeance d'un peuple qui refusait sa chute. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas seulement une guerre classique, avec des raisons classiques, territoriales, politiques ou économiques. C'était surtout une guerre de blessures. Ce qui avait commencé comme une promesse de restauration, enivré par les succès militaires, s'est vite transformé en une des plus grandes tragédies de l'humanité. Et voilà comment l'homme, stupide, ne retient rien de l'histoire cyclique. Hier, c'était la folie d'un psychopathe, et aujourd'hui, c'est aussi la folie d'un autre animé par la même pathologie et le même égocentrisme. Vous voulez que je vous dise? La société américaine est tellement pauvre que la seule chose qui lui reste, c'est son fric. Rien d'autre que son fric. ولكن الفلوس وسيلة ماشي غاية. L'éthique, l'honneur, l'honnêteté, la justice et la bienséance ont disparu des États-Unis juste après les pères fondateurs de ce pays. Et aujourd'hui avec Trump, c'est pire encore que sous le gouvernement d'Andrew Jackson, le fou du 19e siècle. Une histoire dans l'histoire, qui va plus tard faire beaucoup de bruit. Et si vous voulez voir clair dans l'affaire Epstein, il faut d'abord définir qui sont ses patrons et qui sont ses clients. Ariane de Rothschild donne 25 millions d'euros à Epstein. Pourquoi une telle fortune? Il y avait un travail qui se faisait et elle a investi dans ce projet. Voilà pour le patron. Epstein fait chanter Bill Gates et lui demande de lui acheter une propriété. Bill Gates s'exécute pour éviter les conséquences. Voilà pour le client. Vous savez, tout ce qui ne se paye pas finit par coûter un prix fou. Il y a des personnes très intelligentes qui ont fait de très hautes études et il leur arrive de dire « J'aime croire que la vérité l'emporte toujours. » Et c'est là où je souris largement de leur innocence. Trump a tout simplement transformé la démocratie pour la médiocratie. Pour finir, imaginez juste une chose. Nous savons maintenant d'une manière formelle que derrière Jeffrey Epstein se profile l'ombre du Mossad. Alors imaginez si Epstein était arabe. Ça aurait déclenché un lynchage médiatique, politico-militaire contre le monde arabe dans sa totalité. Je vous donne maintenant quelques pépites qui, j'espère, vous donneront à réfléchir. Enfin, si l'outil existe,
contrairement à votre serviteur. Quelle merveille que le cerveau. Tout le monde devrait en avoir un. Le problème, c'est que ça coûte cher. Plus tu comprends la nature humaine, moins tu es surpris et plus tu deviens sélectif. On a tous été jeunes et cons. Mais il ne faut pas croire qu'en restant con, tu vas rester jeune. Certains donnent tout ce qu'ils peuvent donner et cela ne suffit pas. Donne l'océan à la mauvaise personne et il ne verra que des gouttes. Donne des gouttes à la bonne personne et elle verra un océan. Le truc dans ce topo n'est pas ce que tu as donné, mais à qui tu l'as donné. Mais le problème, chez qui trouver cette vision? Je vous cite maintenant pour finir un record mondial historique. Les États-Unis existent depuis 239 ans. Exactement 239 ans. Ils cumulent à leur actif 222 ans de guerre, avec 0 plainte contre aucun dirigeant américain. Pourquoi? Trouvez la bonne réponse. Je m'excuse de cette virulence dans la hauteur du verbe. Je dirais le vase, la cruche, l'amphore ou même l'exutoire déborde largement. Ciao.